C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous écoutez cette 5e émission de Radio Virus, c'est que vous n'êtes toujours pas morts. Commençons par un top 10 des personnes ne respectant pas le confinement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire le tour des 10 profils de gens qui ne respectent pas le confinement à Paris. Numéro 1, le vieux boomer qui va au supermarché 5 fois par jour. Pour eux, c'est leur heure de gloire. Ils sont les principales cibles du Saint-Pangolin et ils s'en battent les couilles. Tu les vois déambuler dans les rues avec un cabas et glander toute la journée dans les supermarchés. Ce sont les premiers à désobéir et les premiers à te casser les rouleaux parce que tu as osé les croiser sans porter de masque. Numéro 2, les familles qui en profitent pour faire des balades. Il y a 2 types de familles parisiennes. Ceux qui sont allés contaminer Noirmoutier et ceux qui sont restés. Dans ceux qui sont restés, on sent qu'ils pensent que le confinement, c'est pour les pauvres. Le père fait du télétravail et la famille Cyrillus déambule dans les rues pour montrer à Hippolyte la beauté du patrimoine. Ils se déplacent en meute, sans masque, et sont ravis de croiser leurs congénères au détour d'un boulevard. Numéro 3, les joggeurs. Que de sportifs à Paris ces temps-ci. L'excuse ultime pour se balader au calme dans Paname. Principalement issus de la start-up nation, ils fourmillent sur les boulevards. Quand ils te croisent la clope au bec, ils ne peuvent s'empêcher de te lancer un petit regard de mépris. Mention spéciale pour ceux qui courent tout en ayant un conf call de télétravail en AirPod. Numéro 4, les cyclistes. Les cyclistes, c'est le même principe que les joggeurs, en plus vieux et plus bedonnants. La quarantaine bien tassée, avec une tenue qu'ils ont retrouvée dans leur grenier, ils s'autorisent une petite balade en se disant qu'ils ne font de mal à personne. Ils prennent quand même la peine de t'engueuler si tu marches au milieu de la rue. Numéro 5, les promeneurs de chiens. Le chien est une denrée précieuse ces temps-ci. C'est le motif parfait pour braver l'interdit. Après le « déso, j'ai piscine » vient d'apparaître le « déso, j'ai chien ». Je préfère vous prévenir que comme il n'y a plus un keuf, plus personne ne s'ennuie à ramasser la merde. Si le confinement se met à durer, on va se retrouver avec d'autres maladies du Moyen-Âge. Numéro 6, les voitures de sport. Là, je suis désolé, je peux les comprendre. Étant moi-même conducteur parisien occasionnel, je rêverais de rouler dans Paname débarrassé des entraves d'Hidalgo. Pas de bouchons, pas de piétons, pas de travaux. Si vous avez un bolide chez vous, c'est le moment ou jamais de péter les chronos et de faire des drifts sur les boulevards. Numéro 7, les SDF. Alors eux, ce sont les gros dindons de la farce. Macron nous avait promis qu'en 3 mois, il n'y aurait plus de SDF dans la rue. Il doit croire à ses promesses parce que visiblement, le gouvernement a oublié leur existence. Ils errent donc seuls, avec comme lieu de confinement la rue. Toutes les maraudes et toutes les assauts d'aide étant fermées, ils se sentent un peu dans la merde. Si vous en croisez, arrêtez-vous et demandez-leur de quoi ils ont besoin. Numéro 8, les prolos. Autre perdant du confinement, les prolos sont les derniers soldats du système. Pendant que les cadres bronzent en télétravail à la campagne, les prolos continuent à aller bosser. La peur au ventre pour la plupart, ne sachant pas bien pourquoi on les envoie au casse-pipe. Ils continuent à alimenter la machine qui tourne à vide. Ces gilets jaunes méprisés il y a 1 an sont le dernier rempart de l'économie dans les usines et les chantiers. Comme ça, Bruno Le Maire peut fanfaronner en racontant que l'économie n'est pas à l'arrêt. Numéro 9, le gitan malin. À chaque crise apparaissent les malins et les débrouillards. Mais les maîtres du rap game restent sans aucun doute les gitans, qui, loin d'être inquiets par la pandémie, en profitent pour farfouiller à droite à gauche et voir s'il n'y a pas un larcin à faire. Les chantiers arrêtés prématurément n'auront assurément plus un morceau de métal, et gare aux appartements vacants. Comme disait Salina dans Le Guépard, une maison vide est une maison perdue. Ça apprendra aux bourgeois à aller contaminer ces campagnes qu'ils détestent. Numéro 10, les chances pour la France. Enfin, sans trop de surprise, les grands champions du non-confinement sont nos charmants polissons de banlieue. Balèques du virus, allons plutôt piller des Lidl et attaquer des pompiers. Aux 4 coins de la France, et également à l'intérieur du périph', nos charmants ingénieurs suédois nous démontrent avec brio ce que le narchi de la carte explique depuis des mois. Comme quoi, l'assimilation républicaine n'existe que dans des cerveaux malades. Toutefois, le monde ne s'arrête pas de tourner. Passons aux actualités. Actualité de ce lundi 23 mars. Coronavirus. Les chiffres montent, la tension aussi. Les gens, confinés, ont décidé de prendre du recul sur le baratin gouvernemental et commencent un peu à se demander si on les prendrait pas pour des cons. Sibeth porte bien son nom et il suffit d'inverser tout ce qu'elle raconte pour avoir une idée de ce qui va arriver.
Répression. Le projet de loi d'état d'urgence sanitaire adopté prévoit de la prison pour les récidivistes du non-confinement. Par ailleurs, si vous faites des courses d'alcool uniquement, la police peut vous verbaliser. Astuce, rajoutez des pâtes dans votre caddie. Enfin, 4 personnes qui assistaient à l'enterrement d'un membre de leur famille ont été verbalisées par la police. Économie. Ce brave Darmanin voudrait qu'on pose nos congés payés pendant le confinement. Comme ça, quand c'est fini et qu'on est tous à 2 doigts de la folie, on pourra travailler et définitivement devenir psychopathe. Il paraît que c'est pour faire revivre le pays. Nous, depuis le temps qu'on dit que la France est morte, ça nous motive pas trop. International. La République tchèque a détourné des masques commandés par l'Italie. Comme quoi, l'Europe, ça fonctionne pas tant. En Allemagne, Merkel est en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin infecté. On avait pourtant dit que les vieux n'avaient pas le droit de sortir. Sport. Les Jeux Olympiques ne sont pas encore annulés ou reportés, mais plusieurs pays commencent à annoncer qu'ils n'iront pas, comme le Canada. Il faut dire que l'entraînement au lancer de poids est pas évident en confinement, sauf si ta femme est pas trop lourde. Promenade. Un couple a reçu 135 € d'amende pour avoir promené en laisse son lapin. Bien tenté cependant, on admire le geste. Vie conjugale. 8 personnes sont en garde à vue à Barcelone après avoir organisé une orgie pour 30 personnes en plein confinement. La police est arrivée et les participants ont cru tout d'abord qu'ils faisaient partie de la fête, avant que tout rentre dans l'ordre. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actualité. Que serait notre émission sans son traditionnel instant politique ? C'est l'heure du premier point politique qui portera aujourd'hui sur Massoud. Ahmed Shah Massoud était le commandant de l'Alliance du Nord afghane, du Jamiat Islami et chef de l'armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique depuis le régime des talibans de 1996 à 2001. Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de Lion du Panjshir, vient du fait qu'il a réussi à repousser 7 attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Panjshir. Né en 1953 dans le village de Jonggalak, dans la vallée du Panjshir en Afghanistan, fils d'un officier supérieur de la monarchie afghane, il appartient à l'ethnie tadjik. Il a suivi ses études au lycée français Istiklal de Kaboul, où il a appris le français avant de faire des études d'ingénieur du génie civil à l'école polytechnique de Kaboul. Convaincu de la nécessité de s'opposer aux ingérences des puissances étrangères dans son pays et de préserver l'identité de celui-ci, il rejoint la résistance et la clandestinité en 1973, dès le coup d'État fomenté par le prince Mohamed Daoud Khan. Pendant 5 années, il fait le coup de feu en compagnie d'une petite centaine d'hommes, armés de fusils datant du début du XXe siècle. Au plus fort de la guerre contre les troupes soviétiques, Ahmed Shah Massoud crée et prend la tête du conseil de surveillance. Ce conseil va vite devenir le véritable centre politique de tout le nord de l'Afghanistan. Au total, son influence s'étend sur 15 des 29 provinces afghanes, avec des attributions très larges comprenant affaires politiques, administratives et militaires. Massoud se distingue par ses compétences de tacticien et de stratège, et il est le seul chef de la résistance à avoir jamais réussi à imposer une trêve avec l'armée rouge en échange de son retrait. Il négocie alors directement avec Yuri Andropov, un des plus fameux directeurs du KGB et secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, entre novembre 1982 et février 1984. Le 9 avril 1992, Massoud entre dans Kaboul avec plusieurs milliers d'hommes et devient ministre de la Défense en mai. Le 28 juin, Burhanuddin Rabbani, islamiste modéré du Jamiat et Islami, est nommé président intérimaire, puis élu chef du gouvernement en décembre. De 1992 à 1995, un gouvernement issu de la résistance afghane prend le pouvoir, mais il y a des dissidences internes. Massoud est exclu du gouvernement afin de permettre à Gulbuddin Hekmatyar, un fondamentaliste appartenant à l'ethnie Pashtun, majoritaire dans le pays, de devenir Premier ministre. Mais les affrontements continuent entre les talibans, les forces du gouvernement commandées par Massoud et les groupuscules moudjahidines de nombreux chefs de guerre. De 1994 à 1996, soutenus par l'armée pakistanaise, les talibans conquièrent l'essentiel de l'Afghanistan et instaurent une dictature fondamentaliste. Le 27 septembre 1996, ils prennent Kaboul. Donc le mollah Omar, chef charismatique du mouvement et commandeur des croyants, prend le contrôle du pouvoir. Indépendant et opposé aux extrémistes religieux ou politiques, Massoud entretient des relations tumultueuses avec les Pakistanais, les Américains, les Saoudiens et les tendances pro-iraniennes ou pro-saoudiennes de son propre parti, le Jamiat Islami.
Les Américains ne lui font pas confiance et leur politique internationale vise à soutenir les autorités du Pakistan, qui eux-mêmes soutiennent les talibans. Les puissances étrangères lui retirent petit à petit leur soutien logistique ou matériel, mais Massoud parvient néanmoins à repousser les offensives talibanes sur son fief du Panjshir. Il est invité en avril 2001 à Strasbourg par la présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine. Il y dénonce les ingérences étrangères et sollicite une aide financière pour répondre aux nécessités des familles fuyant le régime taliban et réfugiées dans la vallée du Panjshir. Il est tué dans un attentat-suicide le 9 septembre 2001 à Khwaja Baudin, dans la province du Takhar, au nord-est de l'Afghanistan. Les auteurs de l'attentat, les Tunisiens Daman Abd el-Sattar et Rachid Bahraoui el-Awer, avaient pu l'approcher en se faisant passer pour des journalistes munis de faux passeports belges. Sa mort a précédé de 2 jours les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et les 2 événements semblent coordonnés. À plusieurs reprises, il avait essayé d'attirer l'attention sur la communauté internationale sur le danger représenté par Oussama Ben Laden, et selon certaines sources, préparait même une confrontation d'importance entre les talibans et Al-Qaïda. La politique, c'est sympa, mais encore une fois, n'oublions pas la culture. C'est l'heure de la critique ciné. En 1982, en plein cœur de l'Antarctique, 12 chercheurs scientifiques font une incroyable découverte. Une créature inconnue, congelée et vieille de 100 000 ans. Cette découverte va se révéler cauchemardesque pour les hommes de l'équipe. Vous avez sans doute déjà entendu parler du film The Thing, réalisé par John Carpenter, un grand réalisateur américain qui a signé de nombreuses œuvres cultes telles que Invasion Los Angeles, New York 1997, Halloween, Assaut et bien d'autres films que je vous conseille vivement. The Thing est sorti en 1982 et est aujourd'hui considéré comme un grand classique du cinéma d'horreur, à raison. The Thing n'est pas un film d'horreur comme les autres. Je ne dirais pas qu'on a constamment peur devant ce film. Il n'est pas par exemple truffé de jumpscares. Je dirais plutôt qu'on est comme angoissé pendant tout le long du film. En effet, ce qui marque en premier lieu, c'est l'ambiance. Le réalisateur John Carpenter est l'un des meilleurs pour créer une ambiance dans un film. C'est sans doute pour cela que ses films les plus connus sont des films d'horreur comme The Thing et Halloween. Alors comment rendre une ambiance aussi réussie ? Tout d'abord, il faut appeler Ennio Morricone pour la musique de film. Alors généralement c'est John Carpenter lui-même qui compose les musiques de ses films, mais ici il a préféré faire appel à Morricone et ce n'est pas pour nous déplaire. Même si on sent que la patte du réalisateur a fortement influencé le compositeur, notamment dans l'utilisation de musique électronique. Deuxièmement, il faut poser un cadre original pour votre ambiance. Comme je l'ai dit en début de chronique, le film se déroule dans l'Antarctique. Avec un tel lieu, les personnages sont coincés. N'espérez pas que les scientifiques arrivent à s'échapper. Non, ils sont obligés de prendre leur courage à 2 mains et de faire face à la bête. La banquise rend l'environnement hostile. L'étendue de blanc ne donne que peu d'espoir aux pauvres scientifiques. Enfin, ce qui vient ajouter de l'angoisse, c'est le concept même de la chose. Une bête qui prend la forme de ses victimes. Ainsi, chaque personnage devient un potentiel danger. On ne peut faire confiance à personne. Non seulement les différents personnages doivent affronter la bête avec leurs propres moyens, mais ils doivent en plus trouver dans lequel de leurs compagnons elle s'est cachée. Le suspense est à son comble. Cette situation nous offre des scènes d'une rare intensité. Je ne vous en dirai pas trop sur la chose, mais sachez que le film n'a pris aucune ride. Le travail fait sur la confection du monstre est réellement impressionnant pour l'époque. C'est tout le charme des effets spéciaux artisanaux faits à la main. À titre de comparaison, un remake était sorti en 2011 avec des effets spéciaux numériques. Le film était correct, mais assez anecdotique. Si vous aimez les films à ambiance, n'hésitez pas une seule seconde. Regardez The Thing, regardez du cinéma original, inventif et indépendant. Sans transition, la chanson du jour. Plus d'1 semaine après la fermeture des bars et après 1 semaine de confinement, c'est le moment d'écouter l'un des plus grands succès des années 60, le titre phare de Sheila, Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Les copains, on pense bien à vous. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et toute la vie, nous serons toujours des amis. Et tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car
pluie. Et nos peines, et nos joies, et nos peines, et nos joies sont partagées chaque fois. Pas de problème, car si quelqu'un nous plaît bien, tout simplement on l'adopte, on lui dit bien. Car il faut des amis, car il faut des amis pour être heureux dans la vie. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Retour à l'essentiel avec le deuxième point politique. En toute logique, le Covid-19 est le sujet sur toutes les bouches, mais il est bien évidemment fait état de la situation au niveau national et international. Pour autant, la crise sanitaire doit nous amener à poser des questions sur la situation concernant la sécurité des Français. Déjà, tout le débat actuel chez les politiciens concerne la fermeture des frontières. Logique dans tous les États, ce serait improductif et un repli nationaliste chez nous. Mais au regard du virus en Allemagne, en Espagne et en Italie, nos États voisins ont mis en place des contrôles aux frontières. En tout état de cause, les go-fast et le trafic de drogue devraient être fortement limités, même s'il semble que les points de vente n'ont pas disparu. Ce sont en effet les quartiers où les policiers n'interviennent pas pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Si pas de distanciation sociale, pas de contrôle sur les points de vente de drogue. Peut-être pourrons-nous dès lors estimer que l'approvisionnement serait limité par l'impossibilité pour les transporteurs de sillonner à toute allure les autoroutes françaises. Si le contrôle dans les banlieues semble peu probable, le trafic sera du coup essentiellement présent dans ces mêmes banlieues, puisque tous les petits consommateurs bobos ne pourront pas sortir de leur grand centre-ville. Oui, 135 € pour ne pas avoir sa dose, ça fait cher. Et la radicalisation et le terrorisme. Oui, même en situation de crise sanitaire, le fanatisme reste toujours présent. Il semblerait qu'une fatwa ait aussi été lancée, appelant à tousser sur les mécréants. Ces maigres éléments nous amènent à un point essentiel, la solidarité nationale. La plupart des Français fait le maximum, les entreprises et collectivités donnent tous leurs masques restants, pourtant, tout le monde ne fait pas preuve de civisme. Les riches bourgeois se croient en vacances à Arcachon ou Oléron, au risque de disséminer le virus, tandis que les bobos restés à Paris s'entassent sur les quais de Seine et les Invalides. Pire encore, dans certains quartiers, comme à Barbès, rien n'est respecté du tout, amenant à la fermeture totale du marché. Un magasin a été pillé à trappe, puis les voleurs ont pris à partie les policiers. Une bagarre a eu lieu pour non-respect des distances à Viry-Châtillon. Dernièrement, une quinzaine de gardes à vue ont été effectués en Seine-Saint-Denis pour outrage, rébellion et mise en danger de la vie d'autrui. On sait très bien qui ne fait pas preuve de civisme, ceux qui touchent paradoxalement des aides, qui ne respectent pas la solidarité nationale, puisqu'ils ne respectent pas la nation. Un moment fort de notre émission, l'instant culture, aujourd'hui, les confréries pénitentes en France. Le coronavirus a tendance à nous faire oublier certaines choses. Par exemple, les réformes du gouvernement, le 49.3, Édouard Philippe on t'embrasse, mais il nous fait également que les catholiques sont actuellement dans le temps du carême, le temps de préparation et de pénitence qui précède la fête de Pâques. Quoi de mieux que ce temps de pénitence pour aborder le point culturel du jour? Mais qu'est-ce qu'une confrérie de pénitents? Et quelle est l'histoire de ces confréries en France? Une confrérie de pénitents est une association de clercs et de laïcs portant un habit spécifique et souhaitant faire une démonstration de pénitence publique pour les péchés de tous. Les confréries pénitentes ont toujours été très présentes en France. Quand on nous parle de confréries pénitentes, on s'imagine tout de suite des hommes marmonnant du latin en se flagellant, le tout dans des tenues du Ku Klux Klan. Les pénitents portent en effet un habit spécifique, changeant en fonction des confréries pour se démarquer les unes des autres. L'habit des pénitents est traditionnellement composé d'une robe de bure simple, d'une corde comme ceinture et enfin d'une grande cagoule pour garder l'anonymat pour symboliser l'humilité et l'effacement devant le reste du groupe. Voyons rapidement l'historique de ces confréries en France. La pénitence, en tant que telle, apparaît au XIIe siècle, quand les chrétiens réalisent qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être martyr pour accéder à la vie éternelle. Ainsi apparaissent ce que l'on a appelé les flagellants. Ils pratiquaient la pénitence dite noire, qui consistait à la mortification corporelle. En effet, les pénitents se flagellaient en place publique, généralement en procession.
En opposition à cette pénitence noire, au XIIIe siècle se développe la pénitence blanche, qui, elle, consiste au don public de sa personne à Dieu, à des dévotions, des processions, etc. Ainsi, la première confrérie pénitente voit le jour en 1226 à Avignon, le roi Louis VIII portant lui-même la robe de cendre en réparation de l'hérésie cathare. Depuis, la confrérie pénitente d'Avignon, qui existe toujours, porte le nom de Dévote et Royale Compagnie des Pénitents Gris d'Avignon. Les confréries prenant de plus en plus d'ampleur, l'Église décide de les organiser. Ainsi s'établit une hiérarchie au sein de ces ordres, étant placés sous la vigilance des évêques et des lieux où ils sont rattachés. Au XVIe siècle, le Concile de Trente va encourager les fidèles à encore plus de démonstrations de pénitence en réponse à la froide sobriété de la Réforme. Les confréries atteignent leur apogée au XVIIe, où les processions expiatoires sont encouragées par la royauté. Toutefois, cet apogée ne durera pas. Le déclin des confréries arrivera en même temps que l'ascension des jésuites en France. Encore une fois, les jésuites montrent leur refus de toute concurrence, préférant la dévotion privée à la repentance publique. De plus, les fortes idées antichrétiennes se multipliant, les confréries se font de plus en plus faibles. La Révolution passera par là, toutes les organisations religieuses seront supprimées par le tribunal révolutionnaire. On verra certaines confréries se reformer à la Restauration. Mais l'anticléricalisme républicain se fera plus fort, ce qui aboutira à la loi de 1905. Il faudra attendre le Concile Vatican II pour relancer ces confréries, comme quoi ce concile est plus attaché à la tradition qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on observe un renouveau de ces confréries. Donnons 2 exemples. Le premier sont les confréries pénitentes en pays catalan, très influencées par l'Espagne, se rassemblant à la Semaine Sainte pour la procession de la Sanque, où les pénitents sont en tenue et portent de monumentales statues pour honorer le Christ et la Vierge Marie. Cette procession est soutenue par la municipalité qui organise le trajet dans toute la ville, ayant toutefois interdit aux pénitents de processionner pieds nus. En même temps, quand on connaît l'insalubrité de certaines rues de Perpignan, c'est pas très étonnant. Un autre exemple, les confréries corses, qui sont aujourd'hui les plus célèbres et qui attirent le plus de monde à la Semaine Sainte, en particulier à Sartène, lors du traditionnel Catenaccio, qui est un grand chemin de croix dans les rues de Sartène, où le curé nomme traditionnellement un pénitent dont personne ne saura jamais l'identité, qui sera vêtu de rouge et cagoulé, qui effectue le parcours du Christ, flagellation, les 3 chutes du Christ, etc. Toutes ces manifestations de piété manifestent un profond attachement aux traditions locales, un attachement à l'histoire de notre pays également. C'est donc des coutumes et des traditions dont il faut s'intéresser, et je vous encourage à découvrir davantage. Pour sortir de notre confinement, je vous propose une visite de château au Portugal. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la ville de Sintra. C'est l'ancienne ville royale du Portugal. Elle est située à quelques kilomètres de Lisbonne. En remontant la rue principale qui sinue entre les collines, vous découvrirez tout d'abord le Palais national de Sintra, qui est un vaste palais gothique réputé pour ses plafonds peints et ses magnifiques mosaïques. La Quinta da Regaliera, le Château des Morts et enfin le Palais national de Pena. Vous aurez sans doute le souffle court après avoir gravi la montée, mais en arrivant au Palais national de Pena, vous aurez certainement le souffle coupé. C'est un Disneyland pour adultes. Ici, tout est flashy et le kitsch n'a plus de limite. Il a été construit en 1838 par le roi Ferdinand II, qui était le consort de la reine Marie II. Le roi, fou d'art, a construit ce château dans la perpétuité du style manuélien. C'est un style qui identifie l'esprit créatif portugais. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du XVe siècle, le Portugal est la première puissance maritime au monde. On découvre de nouvelles civilisations et les artistes étrangers pullulent à la cour. On mélange ainsi sans vergogne avec moultes éléments décoratifs, du gothique flamboyant, du mauresque, du roman et des choses venues d'ailleurs. Toutes les façades du château sont peintes de couleurs vives, jaune, bleu, violet, rouge. Pour la petite histoire, les parties rouges représentent les parties de l'ancien monastère, sur lequel a été construit le château. Pour rentrer dans ce fantaisiste château, vous franchirez tout d'abord 2 immenses portes sculptées. La première est d'inspiration mauresque et frappe par sa ressemblance avec la porte du palais de justice de l'Alhambra à Grenade, tandis que la seconde a des allures de portail défensif de château médiéval. Après avoir traversé le tunnel et le pont-levis, vous entrez enfin dans l'enceinte tarabiscotée du château.
Prenez le temps de vous faufiler sous les tunnels, et notamment d'admirer le tentaculaire Triton que vous saurez facilement reconnaître grâce à ses airs de personnage de cartoon maléfique qui surgit d'un lit de corail. Chaque recoin de ce château regorge d'une nouvelle originalité. Parmi celles-ci, vous découvrirez notamment les vestiges de l'ancien monastère, dont le cloître orné de mosaïques mauresques. Le château est intimiste et confortable. Il se veut ainsi, mais les pièces sont basses de plafond et petites, ce qui rend l'atmosphère chargée, voire étouffante. La salle arabe, comme son nom l'indique, présente des fresques et autres ornements ornés inspirés de l'Orient. Dans la salle de bal, on trouve un mélange de décors orientaux, mêlés de vitraux prussiens. Je vous laisse découvrir le reste du château par vous-même. Pour vous reposer la rétine, en sortant du château, n'oubliez pas de visiter les jardins. Ils sont certes moins délirants, mais tout aussi fascinants. Un moment que vous attendez tous, la critique littéraire. Du vent et du sable, des corps huilés dans des armures de bronze, des chocs et des cris, du sang et de la joie. Ce n'est ni la dernière chronique de Tétu, ni 300 de Frank Miller. Je vais vous parler aujourd'hui d'une des plus grandes odyssées malheureusement trop méconnues. En -401, Cyrus le Jeune décide de mettre au placard son frère, Artaxerxès, roi de Perse. Pour ce faire, Cyrus embauche de mercenaires un peu street cred, 10 000 hoplites grecs. Je ne vais pas tout vous spolier, mais dans l'idée, ces 10 000 amoureux des éphèbes et des épées qui coupent se retrouvent à devoir traverser plus de 2000 km en territoire ennemi. Malgré la barrière de la langue, cette armée grecque arrive à communiquer avec les différentes peuplades autochtones à grands coups de lance et de villages en flammes. Cette épopée commence sur les côtes occidentales de l'actuelle Turquie, traverse la Phrygie, l'Anatolie, la Cappadoce et descend jusqu'à Babylone. Territoire aride et montagneux, large plaine herbeuse, satrape opulent et montagnard moins évolué que Rahan, l'Anabase est un peu le « J'irai dormir chez vous » de l'époque. Il faudrait juste modifier le titre en « J'irai brûler ta maison et violer ta femme ou ta chèvre ». Xénophon, jeune officier, citoyen athénien et ami des Spartiates, tient un journal de bord de cette expédition. Paysages d'Ivière et Razia s'alternent avec l'organisation politique et pratique de ce véritable État en marche. Bref, plus qu'un simple récit d'aventure, l'Anabase de Xénophon vous offre une description fidèle de l'Asie mineure et met en avant l'effort et la persévérance de ces Grecs perdus au milieu de nulle part, seuls et ennemis de tous. Un de vos moments favoris, l'éphéméride. Oyez, oyez. Nous fêtons aujourd'hui, en ce jour saint, l'anniversaire du contributeur le plus précieux à cette éphéméride. En effet, le 23 mars 2001 naquit officiellement l'encyclopédie Wikipédia en français, et la vérité, ça fait plaisir. Mais ne nous répondons pas en hommage mielleux quand un simple merci suffit. Ne nous attardons pas non plus sur l'inauguration du premier ascenseur en 1857, car après vous avoir avoué pomper nos infos sur Wikipédia, nous n'allons pas non plus vous déclarer notre amour pour ce sans-efforceur, cette navette de la flemme. Alors que nous célébrons aujourd'hui sa rencontre avec la faucheuse en 1747, laissez-moi vous présenter Claude Alexandre, comte de Bonneval, alias Umbarachi, Ahmed Pacha. Né en 1675 au sein d'une vieille famille noble du Limousin, il reçut la parfaite éducation d'un jeune homme issu de la milite castrie, collège chez les jésuites et formation militaire. Après s'être illustré sur plusieurs champs de bataille, le jeune comte commence à faire montre d'une certaine désinvolture envers la hiérarchie. Et c'est là que tout se gâte. Envoyé en cour martiale pour insolence envers le ministre de la Guerre, il est ensuite disgracié et condamné à mort pour avoir offensé Madame de Maintenon. C'est quand même la go secrète de Louis XIV à l'époque. Un peu rancunier, le bon Claude trouve refuge chez les Autrichiens, qu'il rembourse de leur aide en combattant les Ottomans, mais aussi les Français grâce à l'influence de son protecteur, le prince de Savoie. Il est même promu au grade de général. Vraisemblablement pas trop familier avec le concept de gratitude, il se rebelle contre le Savoyard qui le punit d'exil aux Pays-Bas. Là, Claude Alexandre se fait un peu chier. Il décide donc de quereller le vice-gouverneur, toujours un petit problème avec la hiérarchie apparemment, qui répond à l'affront en le condamnant à mort. Du coup, le comte de Bonneval s'enfuit et décide d'offrir ses services aux Ottomans. Le mec a l'air assez à l'aise avec le concept de retourner sa veste. Après avoir encore une fois vaillamment remercié ses hôtes en combattant contre l'Autriche. Il fut nommé pacha, puis gouverneur de Chios, non sans avoir eu besoin de se convertir à l'islam. Des sources pas tout à fait officielles, bon j'avoue en fait c'est moi, lui prête ce bon mot.
L'autre a dit « Paris vaut bien une messe ». Moi je renchéris « Faire la nique à ses anciens alliés vaut bien de se faire accourgir l'engin ». Mais rassurez-vous, chers auditeurs, il ne s'arrêta pas là. Et après une satisfaisante accalmie, il fut soupçonné de trahison et dut prendre la porte. Sublime, je crois. Et parce qu'une touche d'humour, ça fait toujours plaisir, c'est la blague du jour. C'est 2 prostituées dans un ascenseur. L'une demande « Et toi, tu fumes après l'amour ?» L'autre lui répond « Je sais pas, j'ai jamais regardé. »